espagnol aussi. Bonjour mesdames et messieurs, c'est un plaisir d'être ici aujourd'hui et présenter mon collègue et ami Rafael Castro. Tout d'abord, je voudrais remercier les organisatrices Alain Fatou et Irene pour avoir organisé cette journée. C'est toujours un plaisir savoir qu'il y a des gens qui parlent français à l'université, que la recherche, la diffusion et la dissémination peut se faire aussi en français, bien que l'anglais, c'est comme la ligne basse. Donc, je vais présenter mon collègue, Rafael Castro, maître de conférence au département d'analyse économique dans le domaine de l'histoire économique, ici à la faculté d'économie, depuis 2011. Il est titulaire d'une licence en économie et d'un doctorat à l'Université Complutense de Madrid. Sa thèse de doctorat, publiée par le Banco d'Espagne en 2012, porte sur les investissements français en Espagne au XXe siècle. Alors, ces sujets de recherche, comme vous pouvez l'imaginer, tournent sur le secteur financier, les investissements directs étrangers, mais aussi l'histoire des entreprises et du transfert de technologies. Pour les mener à bien, il a obtenu des financements publics et privés de la part des institutions espagnoles comme le ministère de l'Éducation et des Sciences, mais aussi des banques comme la Caixa Forum, mais aussi d'institutions françaises de l'éducation et aussi de la part de la Société Générale. Il a ainsi publié des livres, des chapitres et des articles dans des revues prestigieuses telles que Business History, Enterprise and Society, par Entreprise d'Histoire, Industrial and Corporate Change et la Revue française d'Histoire économique. Ses recherches lui ont valu plusieurs prix, dont le prix Hamilton pour le meilleur article sur l'histoire économique en 2009, mais aussi le prix Mira Wilkins décerné par le Business History Conference. Il y a quelques semaines, en fait, il a organisé à la Corrala une rencontre franco-espagnole dans le cadre de l'Association d'histoire économique qui a connu un grand succès et réunissant des collègues des deux parts de la frontière, des collègues français et espagnols. C'était une journée bilingue. Alors, on parlait en français et en espagnol et on va publier un livre sur basiquement le système financier dès le XVIe siècle jusqu'au XXIe siècle. Donc, c'est, comme vous voyez, c'est un peu dans ce sujet que Raphaël va aujourd'hui nous présenter une vision de long terme, on dirait, de l'économie espagnole, mais précisément de la part de la vision des hispanistes français. J'en suis sûre que vous allez être ravis. Donc, Raphaël. Bon, merci Nadia pour cette très gentille présentation. Alors, je suis absolument ravi d'être ici. D'abord parce que le pôle francophone et tous ceux qui organisent cette journée me représentent parfaitement. Je suis né en France. Ma mère est française, mon père est espagnol, donc je suis un produit purement franco-espagnol ou hispano-français. Et donc, et je trouve que c'est une excellente initiative devant cette invasion anglo-saxonne d'essayer d'être les Gaulois à l'autonoma, hein, le petit village gaulois qui résiste cette invasion anglo-saxonne. Alors, je vais vous présenter avoir des châteaux en Espagne. Hein, c'est une question. La réponse ne sera qu'à la fin. Hein. La vision sur l'économie espagnole des hispanistes français, plus de 120 ans d'échanges et d'héritage. Et le sujet m'est venu quand on a réservé la salle. Je ne sais pas, je vais parler avec toi ou avec Alain Fatou, je ne me rappelle pas. Et c'est curieux parce que la dernière fois que j'ai présenté quelque chose à cette salle, c'était dans des journées organisées par l'Association des étudiants où on parlait d'économistes, où allait l'économie, etc. Et il y avait des économistes qui défendaient l'économétrie, la pliométrie, etc. Et moi, je me suis rappelé, il y a quelques années, un directeur de cinéma qui a gagné un Oscar. Il a dit « Je ne crois pas en Dieu, je crois en Billy Wilder ».
Vous vous rappelez? Trueba, Fernando Trueba. Et moi, j'ai commencé mon intervention. Je ne crois pas en la kilométrie. Je crois en Fernand Braudel, qui est un des grands économistes, historien, sociologue, philosophe, des annales, bien sûr, français. Et j'ai dit Fernand Braudel. Fernand Braudel, qui c'était? Mais avant tout, il a été connu par son œuvre sur la Méditerranée, dans l'époque où l'Espagne était le premier pays du monde, où l'Empire espagnol, il faisait toujours jour, hein, où le soleil ne se posait pas. Hein. Donc, j'ai dit, pourquoi pas parler des hispanistes français et de leur vision sur l'Espagne, hein, qui est assez intéressant. Pour ceux qui n'êtes pas, vous ne savez pas exactement ce que veut dire avoir des châteaux en Espagne, la traduction non littérale, c'est tener castillos en el aire. Tener castillos en el aire. Et c'est ce qu'on disait quand on avait au 19e siècle un business, un négoce en Espagne, c'est avoir des châteaux en Espagne. C'est comme ne rien avoir. Hein? Donc, c'est pour ça qu'on va voir ce que c'est avoir des châteaux en Espagne du point de vue des hispanistes français pendant les 120 dernières années. Donc, une fois présenté, je fais un petit sommaire de ce que je vais dire. C'est une présentation très simple, très générale, très peu spécialisée. J'espère que vous allez l'aimer. C'est d'abord définir ce que c'est un hispaniste. Hein, c'est pas facile. Hein. Ça peut être très simple et très simpliste, ou ça peut être très compliqué, parfois trop compliqué. On définira ce que c'est un hispaniste, on définira les institutions qui ont vertébré cet hispanisme, et après on verra qu'étudie l'hispanisme. En général, hispaniste rime avec littérature, mais on va voir que c'est beaucoup plus que ça. On fera un petit détour pour voir qui sont les grands hispanistes, ceux qui ont défini la discipline. Et on verra que dans cette définition de la discipline, ma discipline, notre discipline, qui est l'histoire économique, est un peu comme l'histoire économique dans une faculté d'économie, ou comme l'histoire économique dans une faculté d'histoire. Quand on est historien économique dans une faculté d'histoire, on peut vous dire, vous êtes économiste. Et quand vous êtes historien économique dans une faculté d'économie, on vous dit, vous êtes historien. Donc, on est les petits. Bon, c'est pas grave. Moi, je suis pas trop petit, donc c'est pas trop grave. Et on verra qu'étudier l'histoire économique, c'est très important. Bien sûr que c'est très important. Je dois défendre l'histoire économique. Mais on verra qu'il y a eu aussi une évolution dans cette étude de l'histoire économique de l'Espagne, vue par les yeux des Français. C'est important. Ce n'est pas étudier l'histoire économique de l'Espagne vue par les Espagnols ou par les autres hispanistes, américains ou anglais. C'est l'histoire économique vue par les yeux des Français qui étudient l'Espagne. Ce n'est pas pareil. Et on verra qu'il y a une évolution. Ce n'est pas la même chose d'étudier l'histoire économique espagnole pendant la Renaissance ou pendant le siècle d'or, ou étudier l'histoire économique dans le XXe siècle. On verra que c'est très différent. Et c'est très différent parce que les Français qui l'étudient sont différents, mais surtout parce que les Espagnols qui font la compétence, la concurrence aux Français sont aussi différents. Et finalement, on fera quelques réflexions. On essaiera de répondre si l'hispanisme français a eu des châteaux en Espagne. Donc, une fois qu'on a vu le sommaire, voyons un peu ce que c'est qu'être hispaniste. Le terme d'hispanisme et d'hispaniste serait des inventions françaises, bien sûr. Hispaniste apparaissant pour la première fois en 1879 dans la correspondance d'Alfred Morel Facio, qui était un éminent philologue et spécialiste de littérature espagnole. Vous voyez que la littérature va être très présente dans cette présentation. Mais on va voir aussi comment on définit le terme hispaniste, les autorités de la langue espagnole. Alors, je vais me permettre, puisqu'on est dans un milieu franco-espagnol, de lire en espagnol. Le Diccionario de Autoridades, en 1734, dit qu'un hispaniste, ou l'hispanisme, es el modo de hablar particular y primitivo de la lengua espagnole. Donc, un hispaniste, ou l'hispanisme, c'est celui qui parle espagnol. C'est très restreint. Déjà en 1914, la RAE disait « persona versada en la lengua y la literatura españolas ». C'est quelqu'un qui sait parler espagnol, mais qui n'est pas espagnol, et qui sait quelque chose sur la littérature espagnole.
de nouveau la littérature. En 1936, ce sont des dates assez bonnes pour l'histoire espagnole. Afición al estudio de la lengua y la literatura española y de las cosas de España. On élargit un peu la définition. Il y a déjà quelques hispanistes qui ne font pas que de la littérature, donc on verra. Et en 1986, quand l'Espagne entre dans la CE, je n'ai pas choisi ces dates à propos, c'est un peu une coïncidence, mais c'est vrai que c'est des dates importantes pour l'histoire espagnole. La persona que profesa el estudio de las lenguas, literaturas o culturas hispánicas o está versada en él. Alors maintenant, on élargit la définition beaucoup, et de plus, on élargit la définition pas seulement pour l'Espagne, mais aussi pour l'Amérique latine, qui est un des sujets des hispanistes. Une fois qu'on a vu la définition, on a vu que cette définition évolue dans le temps, elle s'élargit beaucoup. Donc maintenant, hispaniste est quelqu'un qui s'intéresse à la culture espagnole en général, en entendant la culture comme société, économie, histoire, littérature, relations internationales, etc. Mais la définition d'être hispaniste, les hispanistes ne savent même pas ce qu'ils sont. J'ai ici quelques citations de certains hispanistes qui s'interrogent encore dans le 21e siècle, ou à la fin du 20e siècle, ce que c'est qu'être un hispaniste. Alors Nadine Lee dit, ¿qué es un hispanista? Un amateur éclairé de las cosas de España, un especialista, arqueólogo, historiador, lingüista, poeticista, narratólogo, teatrólogo, crítico de arte, que va aplicando teorías y metodologías científicas a la lengua, a la literatura y a la historia de España y de las Américas. Algunos hoy en día todavía han zanjado la cuestión, o todavía no han zanjado la cuestión. Perdón. Jean-François Botrel, qui est un des personnages qui apparaîtra dans cette présentation, a défendu récemment que para ser hispanista no basta entender y hablar español, es preciso saber de lo hispánico para poder producir los nuevos conocimientos y poder transmitirlos para proyectarse y actuar, si cabe, como intermediario cultural, ce qui est très important. Intermédiaire culturel. Le lien entre les deux pays. C'est déjà on avance dans ce qu'est la définition. Et finalement, Paul Guinard, qui était un autre hispaniste, qui était le directeur de la Casa Velázquez pendant les années 60, on doit entendre la notion d'hispanisme en un sens qui ne soit pas strictement philologique ou littéraire, sinon beaucoup plus large, associé à la vie et aux formes changeantes de la civilisation et de l'histoire. Et c'est probablement la définition qui me convient le plus. Être hispaniste, c'est faire une étude scientifique sur la vie de l'Espagne. La vie avec un grand V. La vie avec un grand V. Et une fois qu'on pressent la définition, je me suis demandé, pendant ma thèse et juste cette dernière semaine où j'ai préparé cette présentation, pourquoi il y a une si grande colonie d'hispanistes français depuis la fin du 19e siècle. C'est vrai qu'il y a une assez grande colonie d'hispanistes de tous les pays. Si on parlera d'une des associations, l'Association internationale d'hispanistas, il y a des associations d'hispanistes un peu partout. Et quand je me suis demandé pourquoi il y avait tellement d'hispanistes français qui s'intéressaient sur l'Espagne, je me suis rendu compte qu'il y avait 4 déterminismes. Le premier, c'est une autre expression que les Français aiment beaucoup. Afrique commence aux Pyrénées. On ne la dit pas trop souvent, elle n'est pas trop gentille. C'est le déterminisme géographique. On sait tous où est l'Espagne et on sait tous que notre frontière préférée, entre guillemets, c'est les Pyrénées. Donc, tout ce qui connecte par terre l'Espagne avec l'Europe doit impérativement passer par la France. Donc, ce déterminisme géographique, il a eu une empreinte sur l'histoire des relations internationales ou l'histoire des relations entre la France et l'Espagne depuis, je ne dirais pas le début du temps, mais depuis assez longtemps. Il y a aussi ce que j'appelle le déterminisme historique. Los amores peleados son los más deseados. L'image qu'ont les Espagnols sur les Français n'est pas trop gentille non plus. L'image qu'ont les Français sur les Espagnols, ça dépend. Le plus au sud, c'est plus gentil. Le plus au nord, c'est moins gentil.
Mais malgré cette méfiance entre les deux pays, la réalité, c'est que du point de vue culturel, politique, économique, la relation entre la France et l'Espagne, on verra après, surtout pour le XXe siècle, qui est mon champ de recherche, est extraordinairement important. Donc, on peut penser qu'il y a une méfiance entre les deux pays, mais la réelle politique, le pragmatisme nous dit que les relations économiques, culturelles, politiques, sociales entre les deux pays sont extraordinairement importantes. Le troisième déterminisme, c'est le déterminisme scientifique. Alors, pourquoi il y a une si grande colonie d'hispanistes français et une si grande colonie d'hispanistes dans tout le monde? Il y a quelque chose qui m'a beaucoup surpris, ou non. Et j'ai fait une analogie un peu avec que inventen ellos de una mundo, ¿no? Que investiguen ellos. Pourquoi les Français ont recherché tellement sur l'Espagne? D'abord parce que c'était un cas intéressant, et surtout parce qu'il n'y avait pas de concurrence. La plupart des historiens espagnols ont délaissé la recherche sur l'Espagne pendant beaucoup de décennies. Donc, il y a eu un champ libre pour des gens qui s'intéressaient à un des pays les plus importants de l'histoire de l'Europe, et ils ont pu rechercher, parce que personne ne recherchait sur ça. Et finalement, il y a le déterminisme institutionnel, une si douce domination des institutions françaises envers l'Espagne, une domination, entre guillemets bien sûr. Vous savez que la France est une puissance culturelle qui essaie d'avancer la culture française avant de saisir des opportunités, des chances économiques, etc. Et bien sûr, en Espagne, c'est pareil. On a pas mal d'institutions franco-espagnoles qui ont, disons, fait briller la culture française en Espagne bien avant l'arrivée économique et sociale de la France en Espagne, dont je parlerai après. On a le lycée français, dans ces deux modalités. En haut à droite, vous avez ce que maintenant l'Institut français de Madrid, à Marquès de l'Ensenada, et à gauche, en haut, le lycée français moderne. Ça, c'est mon école. Ça, qui, bien sûr, n'est pas seulement un lycée français, mais c'est aussi, pourquoi ne pas le dire, une école d'élite, où on fait, bien sûr, d'agréables et d'importantes connaissances pour le futur. Ce n'est pas mon cas. Mais bon, ne parlons pas de moi. En bas, à droite, vous avez le premier édifice de la Casa Velázquez, qui a été inauguré en 1928. Les travaux ont commencé en 1920. Je dis que c'est le premier parce que si vous passez maintenant par l'avenue Paul Guinard, ou la rue Paul Guinard à Ciudad Universitaria, qui a été, comme je vous l'ai dit, un des directeurs de la Casa Velázquez, vous ne la trouverez pas comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle a été détruite, ou cet édifice a été détruit pendant la guerre civile, il a été reconstruit. Donc, les tours que vous voyez ne sont pas. Et pour ne pas être franco-français, j'ai voulu mettre le Collège d'Espagne à Paris, à la cité universitaire, qui est un des pôles culturels qui fait beaucoup d'échanges entre la France et l'Espagne depuis 1935. C'est pas mal de temps. Ce déterminisme institutionnel a été aussi, disons, boosté, galvanisé par l'université. De nos jours, par exemple, la diffusion de l'espagnol comme deuxième langue étrangère, et la plus enseignée après l'anglais, disons, a eu des effets sur le monde universitaire. Cet effet sur le monde universitaire n'est pas de maintenant. Il est arrivé dans le passé. Dans le passé même, dans le dernier tiers du 19e siècle. Dès 1886, il y a, disons, une nouvelle spécialité universitaire avec une chaire d'études hispaniques dans la faculté des lettres de l'université de Toulouse. Et c'est à l'université, bien sûr, que prospère la première vague d'hispanistes, surtout à Toulouse, mais aussi dans d'autres universités méridionales, à Bordeaux, à Perpignan. Cette vie universitaire marque ce momentum dans les années 70 et les années 80, où il y a ce qu'on appelle les colloques de Pau. Pau, qui est une ville du sud de la France, il y a eu des colloques, disons, impulsés par Pierre Vilar et par
Unión de Lara, où on a eu beaucoup d'échanges entre universitaires français et universitaires espagnols, surtout français, mais il y avait pas mal d'espagnols non plus. Et on a eu, disons, où est sortie la revue la plus connue, hein, le Bulletin d'histoire contemporaine de l'Espagne, qui est une revue française qui a beaucoup, disons, beaucoup d'essor et beaucoup d'importance dans la vie académique. Et il y a aussi, bien sûr, l'importance des associations, la Société des hispanistes français et l'Association internationale d'hispanistas, où j'ai vu, avec ma surprise, qu'il y avait au moins 70 associations d'hispanistes un peu partout dans le monde, hein, en Indonésie, en Afrique du Sud. C'est bien, c'est surprenant, mais c'est bien. Donc, continuons un peu. On a vu ce que c'est qu'être hispaniste, quels sont les déterminismes qui, disons, ont impulsé cet hispanisme. Voyons maintenant ce que c'est l'hispanisme. Aujourd'hui, c'est un hispanisme sans frontières, comme je vous disais. Il est porté par l'essor de l'utilisation de l'espagnol à travers le monde comme langue de communication. C'est vrai qu'après l'anglais, l'espagnol commence à être la deuxième langue de communication. C'est pas pour la fierté ou la jouissance des Français. Et on compte bien sûr un nombre considérable d'articles académiques, de divulgation, de revues, de manuels, de traductions. Une production annuelle, grosso modo, ce n'est pas une recherche scientifique, à peu près de 2500 ouvrages scientifiques à travers le monde, ce qui témoigne bien sûr d'une recherche assez dynamique et assez importante et novatrice des hispanistes. Une fois qu'on a fait un peu le tour de ce qu'est être hispaniste, j'aimerais vous faire part de ce qu'ont étudié les hispanistes. Hein? Qu'est-ce qu'ils ont étudié, ces hispanistes, sur l'Espagne, étant français? Il y a, je crois, 5 groupes. Hein? J'ai décerné 5 groupes. La civilisation, la littérature, le théâtre et la lecture, la religion, la culture et les grands États. Ce ne sont pas, comme on dit en espagnol, departamentos estancos. Hein? Ils se touchent. Il y a beaucoup de parties qui sont conjointes, disons. La civilisation est probablement, disons, celle qui regroupe le plus de sujets. C'est une civilisation, c'est l'histoire, c'est basiquement l'histoire du quotidien. C'est connaître la vie des Espagnols jour pour jour, voir ce qu'ils faisaient, comment ils vivaient, quelles étaient les relations avec les autres Espagnols, mais avec les étrangers. Et on le voit dans la Castille de la Renaissance ou du siècle d'or ou dans l'Espagne de Franco. La littérature, le théâtre, la lecture, bien sûr, sont le fil conducteur de l'hispanisme. Ce n'est pas le seul, mais c'est le fil conducteur de l'hispanisme. Et bien sûr, il y a beaucoup d'études sur la littérature du siècle d'or, les comparaisons entre Lope de Vega et Molière, Cervantes, et bien sûr le 19e siècle, avec des comparaisons avec Zola, Benito Pérez Galdós, Victor Hugo, etc. Et bien sûr, il y a beaucoup d'études sur les générations, disons, littéraires les plus connues en Espagne, celle de 98 et celle de 1927. Celle qui m'a surtout le plus choqué, c'est les études que j'ai lues quand j'étais au lycée français sur la génération de 98. Voir comment les Français ne comprenaient pas pourquoi les Espagnols avaient cette vision de l'Espagne après la perte des dernières colonies. C'est un mystère qu'ils n'ont pas résolu. Bien sûr, en étudiant l'Espagne, il faut étudier la religion. Comment la religion a façonné ce qu'est devenu l'Espagne, même de nos jours. Bien sûr, il y a des études sur l'Inquisition, il y a des études sur pourquoi l'Espagne a mal choisi lors du Concilium de Trento. Mal choisi, sait-on jamais. Il y a des études sur la culture. Et sur la culture, surtout sur la diffusion de la lecture en Espagne. Il y a une grande étude de Jean-François Bretel qui disait que, quelque chose de très commun aujourd'hui, les Espagnols sont probablement les personnes qui ont le plus de livres et qui lisent le moins. C'est curieux. Et c'est très espagnol. Et finalement, bien sûr, il y a, quoique j'ai mis ça dans une catégorie, cette catégorie, elle est un peu dans toutes les autres catégories, c'est les grandes étapes de
de l'histoire de l'Espagne. La découverte de l'Amérique, le siècle d'or, la perte des colonies, la guerre civile, la transition, le franquisme. Et là, on voit des études très ponctuelles sur qu'est-ce qui se passe en Espagne dans ces moments-là. Donc, disons que la vision qu'ont les hispanistes français de l'Espagne est très complexe, est très complète. Et aujourd'hui, elle a un peu changé. Les hispanistes d'aujourd'hui n'étudient en général pas le passé. Ils étudient le présent. Et bien sûr, dans ce présent, il y a des thèmes que l'on étudie en Espagne par les Espagnols. Le féminisme, la culture collective et aussi le problème des migrations. Le problème des migrations. Non seulement parce que c'est vrai que l'Espagne a été un pays de migration pour la France dans les années 50-60, mais aussi parce que l'Espagne et la France ont maintenant des problèmes similaires de migration. Pas exactement pareil, puisque le phénomène en France est apparu beaucoup avant, mais l'Espagne commence à avoir des problèmes similaires. Et je crois que c'est important aussi de voir qu'il y a de nouveaux sujets, de nouvelles thématiques pour étudier ce qu'est l'Espagne d'aujourd'hui. Et bien sûr, étudier l'Espagne sur quoi? Mais étudier l'Espagne qui? Voilà les grands hommes, et je dis bien hommes, j'aurais aimé, je cherchais, mais il n'y avait pas, disons, dans les annales, je ne juge pas, dans les annales sur les hispanistes, il n'y avait pas de femmes. Donc, c'est un bémol de cette présentation, j'en suis navré. Mais bien sûr, vous avez ici, disons, les 6 grands hispanistes, que les hispanistes eux-mêmes disent qu'eux sont les grands hispanistes. Et ils ont une thématique très variée de recherche. Depuis Jean Sarrat, qui est le grand spécialiste des lettres hispaniques. Après, il y a Marcel Bataillon, qui est le grand spécialiste sur la spiritualité en Espagne. C'est celui qui a étudié comment Erasmus est arrivé en Espagne, la notion d'Erasmus est arrivée en Espagne. Il a beaucoup étudié la morale catholique de l'Espagne d'après le siècle d'or. Vous avez aussi Bartolomé Benassar, qui a étudié la vie quotidienne de l'Espagne. Surtout, il y a un travail où il parle de Valladolid qui est extraordinaire. On pourrait compter même les rats qu'il y avait dans les rues. Vous avez Joseph Pérez qui a étudié surtout la formation de l'État moderne en Espagne et surtout depuis la découverte de l'Amérique. Et je laisse les 2 derniers, Pierre Vilar et Fernand Braudel, d'abord parce que j'ai commencé ma présentation avec Braudel, mais surtout parce que ce sont 2 historiens économiques, surtout Pierre Vilar. Braudel n'aimait pas être appelé historien économique parce que lui disait qu'il faisait une histoire holistique, qui faisait le tout. Donc, sur ces 6 grands noms de l'hispanisme français, vous voyez qu'il y a, disons, un petit peu d'histoire économique, mais pas beaucoup. Il y a 2 grandes exceptions, Braudel et Vilar, mais en général, l'économie en général et l'histoire économique en particulier ont été un peu délaissées au sein des études hispaniques. Et ça se comprend probablement parce qu'il y a une absence de la géographie et de l'économie dans les matières du cursus universitaire des hispanistes. Quand on fait une étude quand on fait une licence d'études hispaniques, il n'y a ni économie ni géographie. Ce qui peut expliquer pourquoi il n'y a pas de spécialistes sur l'histoire économique dans l'hispanisme en général. Je ne dis pas. Et de nos jours, la proportion est presque la même. J'ai fait une petite recherche. Il y a une page qui s'appelle thèse.fr. Je dis, voyons, on va mettre Espagne contemporaine dans le titre des thèses qui se sont lues depuis 25 ans, je crois, oui. Et il y en a eu 122. Il y en avait une qui portait sur l'économie. Ce n'est pas trop représentatif, c'est une anecdote. Mais c'est intéressant de le noter. Et pourtant, il y a eu, bien sûr, quelques études sur l'histoire économique espagnole. Et là, on va voir que
c'est très important, hein, j'y retournerai à la fin. Il y a eu une production beaucoup plus grande quand l'Espagne a été une puissance mondiale, ce qui est normal, et une production académique assez modeste quand l'Espagne ne l'était plus. Donc, on a une connaissance de l'Espagne vue par les yeux des Français très importante de l'époque moderne par l'étude de cette Espagne qui rayonnait un peu partout dans le monde. Alors, c'est la Méditerranée au temps de Philippe II de Braudel qui donne le coup d'envoi, hein, cette Méditerranée ou cette histoire complète, holistique, avec ses 3 temps, le temps long, qui est bien sûr le déterminisme géographique, qui ne change pas trop souvent, on est ce qu'on est, hein, le temps lent, qui est, disons, comment dire, les mouvements économiques et sociaux qui ne changent que très peu à peu, hein, et qui changent parce que Braudel appelle le temps court, c'est les événements, les révolutions, les batailles, les guerres. Et c'est surprenant parce que Braudel, disons, décrit ce qu'était l'espace économique de la Méditerranée, qui était un espace économique presque non unitaire, mais avec beaucoup de relations. Et l'Espagne était dans le centre, même s'il était à l'ouest, dans le centre de ce cercle économique beaucoup plus grand. Bien sûr, ce n'est pas le seul. Il y a eu d'autres grands hispanistes qui ont, entre guillemets, découvert aux Espagnols ce qu'était l'histoire de leur propre pays. L'autre grand hispaniste, historien économique, c'est Pierre Vilar, qui a décrit ce qu'était la Catalogne dans l'Espagne moderne. Et ce qui est très, très intéressant de Pierre Vilar, c'est que sa thèse n'a pas été traduite à l'espagnol jusqu'à la fin des années de Franco. Mais pendant des années de Franco, elle a été traduite au catalan, de manière clandestine. Parce que Vilar a été traité de marxiste, donc il n'avait aucun lieu dans l'université espagnole. Et après, il y a eu d'autres hispanistes qui ont travaillé avec des Espagnols. C'est le cas de Jean-Paul Leflemme, qui a travaillé avec Gonzalo Anes, qui est un des grands historiens économiques espagnols. Hein, disons qu'il a été probablement le directeur de thèse de 80% des professeurs de la Complutense hein, des 20 dernières années, et qui ont initié l'étude des prix en Castille, des prix du jour à jour. Hein. Et Anes, avec Jean-Paul Leflemme, a révolutionné la discipline en Espagne avec ses travaux sur les crises agraires à l'époque moderne. C'est l'un des premiers qui a commencé à insérer des données économiques, des chiffres, hein, des tableaux, des graphiques, pas de la cliométrie encore, hein, mais de la statistique descriptive dans l'histoire économique. Et finalement, comme je vous disais avant, vous avez par exemple Bartolomé Benassar, qui est son ouvrage de Valladolid au siècle d'or, qui est l'une des enquêtes les plus influentes, surtout pour son étude de la vie quotidienne. Savoir comment les Espagnols vivaient dans leur ville. Et ce qui est important, c'est que cette historiographie économique française a eu une énorme influence pour la rénovation de la discipline en Espagne. Les Espagnols ont appris des Français. Et les propres Espagnols le disent. Hein. Les disciples de Pierre Vilar en Catalogne, les disciples de Anes à Madrid ont dit ils ont été révolutionnaires, ils ont changé la discipline. Et ces hispanistes français dans l'époque moderne, ça m'a rappelé un peu à Gibbon pour l'Empire romain. Non, ils ont décrit l'ascension et la chute de l'Empire, un empire espagnol contraint par ses propres contradictions. Et cette influence, qui a été très importante pour l'époque moderne, est moindre pour le 19e siècle. Parce que l'Espagne du 19e siècle, elle est intéressante, mais elle n'est pas intéressante pour le monde. Il y a d'autres pays qui intéressent plus au 19e siècle. Et si on part du 20e siècle, ça intéresse encore moins. Quoi qu'il y a deux époques où l'Espagne a été le centre de l'attention internationale. La première, c'est la guerre civile, bien sûr, et un peu la transition vers la démocratie. Et la deuxième raison pour laquelle cette influence est moindre, c'est qu'à partir des années 80 et des années 90 du XXe siècle, il y a de la concurrence espagnole. Les historiens économiques espagnols commencent à faire de l'histoire économique sur l'Espagne.
ce qui est quelque chose de logique. Donc, ces hispanistes, au lieu de décrire l'Espagne en soi, commencent à réfléchir sur quelles sont les relations entre la France et l'Espagne sur la longue durée. Et est-ce que ce repositionnement de l'hispanisme est important? Il est très important. Et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, deux citations. La première, c'est d'un banquier français qui a fait fortune en Espagne. C'est Émile Perer, qui a créé une banque qui s'appelait le Crédit Immobilier Espagnol, qui après deviendra Banesto et qui après est devenu Santander. Bon, hein. Et il disait ça au 19e siècle. Émile Perer était un Saint-Simonien pur. Hein. Et il disait: l'Espagne est comme la Californie, riche en terre et en mines, et qui ne demande pour s'épanouir que l'établissement d'un réseau de communication moderne et des entreprises et des entrepreneurs compétents. Et tout ça, bien sûr, la France peut le lui fournir. Hein. Et le deuxième, c'est une citation de Rondo Cameron, on peut parler de lui comme un hispaniste, hein, parce que sa grande thèse, c'est la France et le développement économique de l'Europe au 19e siècle. Et il dit, je reviens à l'espagnol, pero incluso en los lugares en que las poblaciones nativas no respondieron plenamente a la iniciativa francesa, los franceses dejaron un legado de realizaciones materiales y de fermento intelectual y moral que alteró para siempre el carácter de aquellas sociedades y puso en movimiento las fuerzas de la transformación económica y social. Donc, l'influence de la France en Espagne est importante. Oui, si on en croit ces citations. Mais voyez, et maintenant je vais parler un peu de ma recherche. Hein. Ici, vous avez en pourcentage les grands investisseurs en Espagne. Et il faut que vous voyez la ligne bleue. Hein, la ligne bleue, elle est en pourcentage. L'Espagne a eu 4 associés principaux. La France, bien sûr, la Grande-Bretagne, les États-Unis et l'Allemagne. Et ce que vous voyez dans ce graphique, c'est qu'au début des temps de mon étude, qui est le 19e siècle, la France représentait à peu près 60% des investissements étrangers qu'il y avait en Espagne. Bien sûr, le 20e siècle, il y a eu d'autres concurrents, surtout les États-Unis. Et à la fin de la période, vous voyez que quand l'Espagne s'approche ou se rapproche des communautés européennes, il y a bien sûr encore des fluctuations, mais la France revient et est de nouveau l'un des premiers investisseurs en Espagne. Si on en vient au commerce, vous voyez ici ce que l'on importe de la France dans la même période. La partie française, c'est la partie bleue d'en bas du graphique, qui est la plus grande partie du gâteau au 19e siècle et à la fin du 20e siècle. La même chose pour les exportations. Ce qu'on exporte pour la France est encore plus important. Hein? Vous voyez que l'importance dans le grand 19e siècle, jusqu'aux années 20, la France, c'est à peu près entre 30 et 40% des exportations espagnoles. Et c'est presque le cas aujourd'hui. Hein? Pas en ce pourcentage, mais c'est, disons, un pourcentage très important. Maintenant que l'Espagne surtout exporte vers les pays européens. Et si on en vient aux entreprises, parce que moi je suis en plus historien économique, historien des entreprises, regardez, ce tableau, c'est les 20 premières entreprises avec des capitaux français dans le marché espagnol en 1917. Et entre les 28 premières, il y en a 20 qui sont françaises. C'est vrai que la période entre deux guerres va faire changer beaucoup ce tableau. Mais le long 19e siècle, la puissance, l'empreinte de la France sur l'Espagne est incroyable de manière économique. Si on en fait de même avec 1972, il y en a à peu près 15 dans les 250 premières. Et en 2004, il y en a plus de 20 dans les 150 premières. Si on faisait ça aujourd'hui, il y en aurait pas mal non plus. Je n'ai pas eu le temps de le faire, je suis désolé, mais c'était simplement pour que vous voyez pourquoi c'est important d'étudier, disons, l'empreinte française
dans l'économie espagnole dans l'époque contemporaine, le 19e et le 20e siècle. Et dans cette époque contemporaine, il y a aussi deux étapes. Le 19e, où la France est vraiment la puissance presque hégémonique de l'économie espagnole, la puissance étrangère hégémonique de l'économie espagnole, et le 20e siècle, où ce n'est plus du tout la puissance hégémonique, c'est une puissance importante, mais elle doit partager, disons, cette hégémonie. Et pour voir qu'est-ce qu'on sait de l'Espagne ou des relations franco-espagnoles ou hispano-françaises dans le 19e siècle, le chercheur a à sa disposition ce que l'on appelait en France les thèses d'État ou les thèses d'Ancien Régime. Je ne sais pas si dans la salle vous avez eu l'occasion de voir ces thèses d'État. Moi, j'en ai vu, je les ai vues les 4. Je ne les ai pas toutes lues parce que c'est impossible. D'abord parce que, par exemple, celle que j'ai plus lue, celle d'Albert Broder, c'est 2900 pages. C'est celle de Chastagnare, qui est sur les mines, c'est 2500. Celle de Jean-Marc Delaunay sur les relations franco-espagnoles du 19e siècle, c'est à peu près 2400 publiés, publiés à l'Harmattan, qui est une éditoriale française qui publie un peu n'importe quoi, pardon, si on peut. Et il y en a 2500 publiés. Je n'ai pas eu accès à la thèse originelle, mais probablement elle faisait plus de 3000 pages. Donc, cette thèse d'État, bien sûr, c'était le travail de toute une vie. Les types qui faisaient des thèses d'État sur l'Espagne savaient de l'Espagne beaucoup plus que la plupart des Espagnols. Et ces thèses d'État, il y en a eu 4 que j'ai lues, que j'ai consultées. De la fin du XVIIIe siècle jusqu'à la guerre civile, à peu près. La première, c'est celle de Michel Zilberberg, qui nous parle d'une douce domination française de l'Espagne pendant le XVIIIe siècle, où il y a des réseaux français qui commencent à, disons, à créer un système financier moderne en Espagne qui aboutira avec ce que l'on a appelé el Banco de San Carlos, qui est l'antécédent de la Banque d'Espagne, ou avec un Français qui s'appelait, en espagnol, Francisco de Cabarrus, mais qui réellement était François de Cabarrus, et qui a été, disons, celui qui a créé cette banque. Et, disons, Zilberberg nous dit comment les Français, au sud et au nord, disons, ont créé des réseaux de commerce, de matières premières, de textiles, et finalement, ont créé un réseau financier. Pour le 19e siècle, c'est l'ouvrage d'Albert Broder, qui est une référence incontournable. Le rôle des intérêts économiques étrangers dans la croissance de l'Espagne au 19e siècle, ça c'est le titre, est une reconstruction détaillée de toutes les initiatives étrangères qui se sont passées en Espagne depuis 1800 jusqu'à 1914. Quand je dis détaillé, c'est que c'est presque des sources primaires maintenant. Il y a un détail tel qu'il paraît envisageable de faire quelque chose de pareil maintenant. Et deux autres thèses d'État, celle de Jean-Marc Delaunay et de Gérard Chastagnare, complètent l'analyse du 19e siècle espagnol jusqu'à la Grande Guerre. Dans les deux cas, l'analyse est marquée par l'asymétrie, c'est important, l'asymétrie des relations entre les deux pays. Delaunay raconte avec précision la méfiance séculaire. Il a un livre qui s'appelle « Avoir des châteaux en Espagne », qui existait entre les deux pays, et anticipant, et c'est quelque chose d'important aussi, la perte d'influence française à partir de la Première Guerre mondiale. Et Chastagnare, disons, se concentre sur les mines en Espagne. Il fait référence aux grandes entreprises étrangères, notamment françaises, qui ont dominé le secteur jusqu'à la fin du 19e siècle. Et à partir de la Grande Guerre et surtout de la guerre civile, disons que les recherches sont beaucoup moins globales, sont beaucoup plus précises. Pierre Denechère parle de la politique espagnole de la France entre 1931 et 1936. Il aborde certains aspects économiques, mais surtout, c'est une histoire des relations diplomatiques dans une période agitée, qu'est la Deuxième République. Michel Catala parle des relations franco-espagnoles pendant la Seconde Guerre mondiale, quand il n'y a presque pas de rapport. Andulfi nous parle des relations franco-espagnoles après la Deuxième Guerre mondiale. Et ce qui est important de ces relations entre la France et l'Espagne, c'est que la France n'est plus importante pour l'Espagne, ou beaucoup moins importante pour l'Espagne, et qu'il y a bien sûr une subordination de l'idéologie aux impératifs économiques. Je ne sais pas si vous le savez, mais entre 1946 et 1948, la frontière a été fermée
par De Gaulle. C'est le seul pays qui a fermé ses frontières. Et en 1948, quand ils se sont rendus compte que ça ne servait à rien, il a fallu le rouvrir. La réelle politique économique qui a assumé, disons, la politique de la France. Et finalement, quand on se rapproche à l'entrée de l'Espagne aux communautés européennes, à l'Union européenne, on reconstruit les échanges économiques, par exemple par Daniel Bustura, et disons qu'il reconstruit les échanges économiques avec un processus politique de libération du second régime franquiste, puis vers la transition et la démocratie. Voici pour les hispanistes. Mais bien sûr, j'ai parlé de partage. Et pourquoi il y a ce partage? Pour le moment, je n'ai parlé que des Français qui parlent de l'Espagne. Ce qu'il y a maintenant, c'est qu'à partir des années 90, du début du XXIe siècle, ce qu'il y a, c'est un dialogue entre les historiens économiques français et les historiens économiques espagnols. Je vous ai mis quelques noms, il y en a beaucoup d'autres. Par exemple, Estelle Sanchez nous parle des intérêts français depuis 1959 jusqu'à l'entrée de l'Espagne dans la communauté européenne. Sa thèse, c'était surtout le desarrollismo, quand l'Espagne s'est ouverte à l'extérieur à partir de 1959. Je me suis mis humblement dans la présentation parce que j'ai fait pas mal d'études sur les investissements français tout au long du XXe siècle. Et comme je suis à moitié français, je pourrais être à moitié hispaniste. Nous avons des études de Miguel Ángel López Morey sur les Rothschild. Les Rothschild qui étaient une famille française, oui, une famille anglaise aussi, mais qui ont eu pas mal d'intérêt tout au long du long 19e siècle en Espagne. Et Antonio Niño, qui est un historien contemporaniste, qui a fait surtout une histoire de l'hispanisme français depuis la fin du 19e siècle, et qui a aussi parlé de l'hispanisme économique. Il a un travail sur l'hispanisme, ou l'influence de l'hispanisme pendant la Première Guerre mondiale, et qui essayait de contrebalancer la propagande allemande en Espagne pendant la Première Guerre mondiale, pour voir qui aidait qui. Et finalement, bien sûr, tous ces hispanistes franco-espagnols ou hispano-français, avec ce dialogue, ils ne pensent plus à l'histoire de l'Espagne en elle-même, mais ils pensent plutôt à la position de la France dans l'Espagne. C'est un changement très important. Et bien sûr, c'est une position qui change dans le temps, parce que l'influence française, même dans l'époque contemporaine, n'est pas la même. Ce n'est pas la même France qui cherche dans l'Espagne sa Californie du 19e siècle que la France qui essaie de s'associer avec l'Espagne à partir de 1986. Il y a une asymétrie dans le 19e siècle. Cette asymétrie est beaucoup moindre dans le 20e siècle. Et avec ça, je vais vous prendre 2 minutes de plus pour pour conclure et répondre à la question du début. J'espère ne pas vous décevoir. Alors, nous avons bien sûr une vision de l'Espagne qui change selon la période étudiée. Elle est plus hispano-espagnole dans l'époque moderne, c'est-à-dire on étudie l'Espagne par elle-même. Pourquoi? Parce qu'on a la chance de pouvoir l'étudier. Donc, on ne s'intéresse pas aux influences étrangères, on étudie l'Espagne avec les yeux des Français, je vous rappelle. Elle est plus franco-espagnole pour le 19e siècle. Pourquoi? Parce que la France est le pays le plus important pour l'économie espagnole dans le 19e siècle. Elle est plus hispano-française pour le 20e siècle. Parce que l'Espagne ne subit plus l'influence de la France, mais disons qu'il y a un échange, une relation entre les uns et les autres. Et finalement, est-ce qu'il y a des châteaux en Espagne? Est-ce qu'il y a des châteaux en Espagne? Je voudrais dire oui et non. Pourquoi y a-t-il des châteaux en Espagne? Je dirais non, parce que c'est vrai que l'influence culturelle, sociale des hispanistes français dans, disons, la culture espagnole est très importante. Mais je dirais oui, parce que finalement, cette influence s'affaiblit dans le temps, et beaucoup.
hein. Même si, bien sûr, il y a une communauté française en Espagne assez importante, il y a une certaine influence française en Espagne. Disons que maintenant, les élèves espagnols n'apprennent que très rarement français. Il y a très peu d'échanges avec la France. Donc, si ce n'était pas le cas au début du XXe siècle, où les Espagnols parlaient plus français qu'anglais, par exemple, c'est le cas dans le XXIe siècle. Hein? Les Espagnols, les jeunes, parlent surtout l'anglais. Bon, s'ils le parlent, mais surtout l'anglais, et très, 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 très peu le français. Et la dernière réflexion, c'est, bien sûr, nous, ici, on est les Gaulois, le petit village gaulois dans l'Autónoma de Madrid, on résiste, oui, mais est-ce qu'on pourra résister dans le futur? À Madrid, je ne sais pas. À l'étranger, en faisant une petite recherche, j'ai vu ça. C'est le nombre d'immatriculés à l'Institut Cervantes en France. Et les dernières années, il y a hein, les gens veulent apprendre l'espagnol. Et si en France, on veut apprendre l'espagnol, c'est peut-être qu'il y aura une chance pour que les Français s'intéressent à l'Espagne. Je ne sais pas. Y aura-t-il des châteaux? Je ne sais pas non plus. On verra. Et avec ça, je vous dis merci beaucoup. Comme toujours, un plaisir écouter Raphaël, passionné et passionnant. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, d'accord, allez-y. Ce n'est pas un sujet très ouvert, je veux dire. Ça a été une présentation très... Mais bon. Oui, je pensais déjà sortir ici avec la vision d'un château, beaucoup de fils, de singes. Mais je dois dire que j'ai trouvé ça très intéressant. Donc, disons, si je dois imaginer une question, alors disons que dans cette vision de l'hispanisme, on a vu que les Français étaient beaucoup plus intéressés que les Espagnols en faire une étude, qu'il y a maintenant un dialogue. Oui. Et que, est-ce qu'on peut vraiment imaginer que les Espagnols vont reprendre en main leur hispanisme et l'étudier par eux-mêmes, ou est-ce qu'ils vont continuer à dire qu'ils investiguent un Non, non. Maintenant, les Espagnols étudient l'Espagne. Disons que leur puissance est incontestée maintenant. Je veux dire, il y a des Français qui continuent à étudier des sujets sur l'Espagne, surtout dans la littérature, à nouveau. Mais par exemple, dans notre discipline, l'histoire économique espagnole est étudiée par les Espagnols. En fait, je voudrais ajouter que c'est les Espagnols qui fouillent dans les sources françaises parce que les archives françaises sont réellement importantes. Alors, pour étudier le 16e, 17e, 18e, 19e siècle, ben, si tu vas aller en France, alors c'est impossible de ne pas lire des bouquins écrits par des Français, mais surtout dans les archives. Alors, notre avantage, c'est qu'il y a encore pas mal de gens qui lisent français. Donc, c'est un avantage pour les historiens économiques espagnols faire des sujets sur l'Espagne ou l'Amérique, parce qu'il y a pas mal d'informations dans les archives françaises, des informations consulaires, enfin, que maintenant, il y a un maridage entre, tu vois, les deux. Et non seulement pour l'époque moderne, mais pour le XXe siècle, si quelqu'un veut, par exemple, étudier la naissance d'une banque espagnole comme Banesto, il faut les chercher dans les archives françaises. Parce qu'il y a beaucoup plus d'informations dans les archives françaises que dans les archives espagnoles, par exemple. La conservation est importante. Oui. Et le désir de conserver. Oui, le patrimoine, là, en France, c'est vrai que... Je peux dire que je garde une phrase que vous avez dit qui m'a vraiment choquée, car je le ressens aussi dans nos études. C'est la phrase: les hispanistes n'étudient plus le passé, mais le présent. Et c'est vrai. Je n'avais pas réfléchi à ça d'une façon plus concrète, mais si on attire l'attention avec les études pour nous, dans notre domaine, les études françaises francophones, c'est vrai qu'on étudie beaucoup le présent. Oui, en effet. Donc, j'imagine, même sujet, même histoire. Ouais. Pas d'intérêt au passé. Et par contre, ce sont nos, qu'on peut dire, fondements, c'est-à-dire les études qu'on fait préalables à des recherches, on a toujours des fondements du passé. Il faut apprendre du passé pour continuer. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas exactement pourquoi il y a ce
ce repliage sur le présent dans les hispanistes d'aujourd'hui. Je suppose que c'est une question probablement qui est liée au fait d'obtenir rapidement soit le doctorat, soit l'agrégation, etc. Faire une thèse en histoire, ou histoire culturelle, littéraire, économique ou diplomatique, ça demande beaucoup de temps. Et je suppose que c'est plus facile d'étudier, ou plus rapide, pas plus facile, plus rapide d'étudier quelque chose où on peut avoir les données en ligne, etc. Ouais, je suis totalement d'accord parce que c'est pas la même chose d'aller fouiller dans un archive et passer une année en train d'obtenir des données pour faire l'évolution de la fiscalité au XVIIe siècle. Très marrant. Mais c'est beaucoup plus facile d'essayer de chercher le XXe siècle, de fouiller dans les archives de Banque mondiale, des trucs comme ça. Donc, c'est probablement l'accès aux données rapides, le genre de test qu'on fait maintenant, c'est beaucoup plus court, c'est pas les 2000 pages. Oui. Alors, c'est rapide, c'est des articles qui doit être référencés et tout. Donc, je vois que c'est l'académie qui, en fait… Oui, c'est le parcours académique qui marque un peu la donnée. Oui, parce qu'il faut penser que moi, j'ai connu les hispanistes avec les thèses d'État, je les ai connus, bien sûr. Et Albert Broder a passé 35 ans à faire sa thèse d'État. Donc, il n'a pas été docteur d'État jusqu'à après ses 35 ans. Et les thèses d'aujourd'hui dans une université française, c'est 3 ans. Donc, 3 ans à temps complet. Hein? Donc, on n'a pas… C'est pas rigolo de dire ça, mais on n'a pas le temps de faire autre chose, je crois. Hein? Je crois. Et en plus, il faut dire que les sujets abordés sont aussi très intéressants du point de vue du jour le jour, le féminisme, l'immigration, etc. Donc no son menos precio. Hein? C'est une réalité. C'est une réalité, voilà. Raphaël, je voudrais d'abord te remercier parce que je trouvais ta conférence passionnante, même si l'histoire économique n'est pas mon domaine. Mais c'est vrai que tu t'intéresses au 19e siècle. Et tu as cité d'ailleurs Bartolomé Benassar qui a un ouvrage aussi super intéressant sur le voyage en Espagne, des hispanistes, des hispanistes français, ou cette image romantique que le français avait à l'époque de l'Espagne. Et c'est un ouvrage énorme qu'il a fait, c'est une biographie de tous les Français qui ont écrit au sujet de las cosas d'Espagne. Oui. Est-ce qu'il aurait une relation entre ce voyage romantique, l'histoire économique des hispanistes français au 19e? Parce que c'est là que les Français ont commencé à s'intéresser vraiment à l'Espagne d'un point de vue… Bon, non seulement en Espagne, en Grèce, ils sont partout aussi à cette époque. Donc, c'est un peu… Oui, c'est le grand tour, le voyage. Oui, c'est un peu quand la France s'ouvre à l'Europe, non? Surtout dans notre domaine d'un point de vue économique. C'est un peu quand les investissements français rayonnent un peu dans toute l'Europe continentale. En Espagne, en Grèce, en Russie, un peu moins en Allemagne, mais en Bulgarie, dans l'Empire austro-hongrois. Disons que les Français vont un peu partout. En histoire économique, on dit qu'il y a 2 chemins dans les investissements internationaux. Il y a les Anglais qui investissaient un peu partout dans le monde, surtout dans leurs colonies, et les Français qui sont restés en Europe. Et c'est vrai qu'il y a un parallélisme entre ce rayonnement économique et le rayonnement culturel, parce que c'est le moment où les Français, non seulement les écrivains, mais les ingénieurs, qui écrivaient très bien, hein, décrivent ce qu'ils voient. Oui, il n'y a pas que de… Oui, je sais. Oui, il y a bien sûr le voyage de Mérimée en Espagne qui est le plus connu, mais il y a beaucoup, par exemple, il y a un ingénieur qui s'appelait Frédéric Leplay, qui a écrit un peu aussi, qui a décrit ce qu'était l'Espagne du 19e, qui a décrit ce qu'était l'Italie du 19e, qui a écrit la Grèce, la Russie, et quand on lit ces écrits, on voit exactement
on voit exactement ce qu'était l'Espagne de ce jour. Et c'est possible qu'il y ait eu, disons, cet échange entre ces voyages, disons, je ne dirais pas touristiques, mais ces voyages touristiques et le rayonnement économique français, un peu partout dans l'Europe continentale. Martha, je voulais dire quelque chose de plus de cette dernière question. La deuxième moitié du 19e siècle, c'est le moment, l'instant quand l'Espagne était aussi préparée pour recevoir l'investissement étranger. Le français et l'anglais aussi. Et je peux voir ça dans le changement de la régulation dans les années 50 du 19e siècle. Ouais. On a donné la bienvenue à les investisseurs étrangers en train de voir la révolution industrielle arriver ici. Oui. C'est ça. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Martha a tout à fait raison. La deuxième partie du 19e siècle, c'est quand l'Espagne essaie de s'industrialiser. D'ailleurs, quand les voyageurs arrivent en Espagne, ils disent mais il est où l'Espagne de Mérien? Parce que c'est maintenant une Espagne industrialisée qu'on ne connaît pas du tout, parce que nous voulions chercher cet imaginaire romantique, qui n'avait rien à voir avec la révolution industrielle. Oui, ça dépendait aussi où il voyageait. Bien sûr, s'il allait au Pays Basque ou en Catalogne, c'est vrai que c'est pas l'Andalousie, voilà. Même aujourd'hui, ça dépend où il voyage. Alors, il faut proposer une matière de langue française pour les historiens. Oui. Non, mais en fait, vous savez qu'à Philips, alors profite-moi, on peut offrir des cours dans toutes les langues. Hein. Et en fait, je veux dire que l'espagnol est une des langues très appréciées. Il y a pas mal d'étudiants en Europe qui parlent espagnol. En fait, en Angleterre, c'est la première langue étrangère maintenant qu'on apprend, pas le français, mais l'espagnol. Et le français, il y a un élève qui est allé dans une école d'été, et c'était en français, il y avait des étudiants de toute l'Europe et ils parlaient tous parfaitement français. Je veux dire qu'il y a quand même un public assez vachement grand qui serait ravi. En fait, on en avait pensé à un moment donné, mais bon, c'est pas possible dans les actuels plans. Oui. Mais on verra, on verra. Là, nous sommes partants. Oui, Je sais. Merci. Donc, merci beaucoup de notre part. C'était un vrai plaisir. Nous allons clôturer cette conférence et